confinés, c'est quand même sympa de pouvoir tous partager. Ce que je propose, il faut aller assez vite dans le vif du sujet. Je vais quand même représenter, pour ceux qui ne connaissent pas la société EasyVirt, de façon très rapide. Après, je vais partir sur la présentation de pourquoi DCScope et que fait DCScope. Et après, on partira sur une démo. Ça permettra de visualiser vraiment la solution et voir tous les atouts de la solution. Premier point, j'ai déjà parlé un peu, mais merci à toute l'équipe VMUG France parce qu'ils font un gros travail. C'est pas évident d'organiser toutes ces formations et tous ces webinaires. Notre histoire, moi je vais revenir très rapidement dessus. On n'est plus forcément une start-up. On s'est créé en 2011. On est plutôt une société innovante française. On est basé à Nantes. On est issu de la recherche à l'école des mines de Nantes. Mon associé travaille depuis plus de 20 ans sur l'optimisation des data centers. Et en fait, il avait gagné en 2009 le prix de la croissance verte numérique avec une solution qui permettait de déplacer les VM en fonction des besoins pour avoir le minimum de nœuds physiques allumés au même instant pour optimiser la consommation électrique. Ce que je raconte toujours, c'est qu'on a créé la société sur cette idée-là. On a eu plein d'appels entrants, on a gagné plein de concours, c'était super chouette. Mais on ne vendait rien, ce qui est toujours moins sympa quand on crée une boîte. On ne vendait rien parce qu'on intéressait les services achats, les services développement durable. Mais côté services informatiques, on était plus perçu comme une contrainte que comme un atout. On faisait un petit peu peur, même si la solution marchait bien. Ce n'était pas la bonne approche. Donc, ce qui compte, c'est le niveau de service. Donc, suite à ça, nous, on a fait beaucoup d'audits, notamment avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement. On a beaucoup analysé le marché. Et on reviendra dessus. On a constaté pas mal de choses et pas mal de manques autour de la virtualisation. Et c'est suite à ça qu'on a développé DCScope. Depuis, on a pivoté en ce qu'on appelle vers 2015-2016. Depuis cette date-là, on ne fait que redévelopper et ajouter des fonctionnalités dans DCScope. On est passé à la version 7.3 que je vais vous montrer ici. On est en train de développer notre réseau de partenaires en France. Donc, on a des partenaires très actifs. Je sais qu'il y en a qui sont connectés. Et notamment, il y a du Keops, il y a du Orange. On le développe pas mal. Et il y en a d'autres. Et on est en train de signer des partenariats à l'étranger. On vient de signer un partenariat avec un hébergeur au Luxembourg pour toute l'Europe, surtout le Luxembourg. Et puis, on continue à travailler à l'international. On a plus d'une centaine de références maintenant en France et un peu à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout type de références. On a tout type de clients. On a des hébergeurs qui utilisent la solution pour eux ou pour leurs clients, que ce soit des gros ou des petits. On a des collectivités, des administrations, des sociétés privées, des hôpitaux avec qui on est très proche en ce moment parce qu'ils ont pas mal de boulot. Vraiment, ce qui les distingue, le point commun de tous ces clients-là, c'est qu'ils ont du VMware et qu'ils ont besoin d'outils simples et efficaces pour piloter leur virtualisation. J'aime bien citer, c'est qu'on a des références un peu anecdotiques qui sont sympas. On a le musée du Louvre ou le centre Pompidou, qui ont quand même plus de 300 VM. Voilà pour décrire un petit peu la société. On est très proche aussi de l'écosystème VMware. Alors là, on participe à tous les VMUG ou les UserCon à travers l'Europe. Donc, on a fait les Pays-Bas, la Hollande, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, etc. On participe à tous ces événements-là et bien sûr la France, très proche. Et l'année dernière, on était très fiers d'être présent au VMworld avec un stand. On était a priori le seul éditeur français présent au VMworld. Pour ceux qui sont venus, on était très bien placés. On était en plein milieu de l'allée centrale. On était identifié comme New Innovator. On a eu beaucoup de contacts. Mais c'est suite à ça qu'on signe des références à l'international maintenant. Et eux aussi en France, parce que ça nous a refait connaître aussi en France. On a encore besoin de développer notre notoriété et merci au VMUG notamment pour ça. Et ce qu'on a constaté lors de ce VMworld et comme lors de tous les contacts, tous les audits qu'on a fait à travers le temps, c'est que il y a un constat qui est partagé par tous, c'est que la virtualisation, elle s'est développée, ça, c'est pas nouveau. C'est principalement du VMware partout, et on est à 90% du marché. Et globalement, ce qu'on constate, c'est qu'elle n'est pas bien maîtrisée, qu'elle n'est pas complètement pilotée, en fait. Ce qu'on voit partout, c'est qu'il y a toujours des VM inutiles et des VM surdimensionnés. Il n'y a aucune visibilité réelle dans le temps de ce que fait la VM, finement, quelle est son activité. Donc, comme on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, on a du mal à bien juger son usage. Quand on pose la question, quand je pose la question aux équipes, comment elles font du capacity planning, souvent elles disent, au mieux elles font ça par Excel, ou sinon elles n'en font pas du tout, ou à la louche. Et en fait,
grosso modo, ce qu'on constate, c'est que la virtualisation porte le système d'information, mais qu'elle n'est pas bien pilotée. Il n'y a pas forcément d'indicateur de pilotage, on ne sait pas forcément combien nous coûte une VM en interne. Et notamment, quand on se pose la question de basculer dans le cloud, c'est important de savoir quel est son usage, quelle est son utilisation, mais aussi combien ça nous coûte. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir ces notions-là. Et sur la base de ce constat-là, on a vu qu'il manquait de solutions intuitives, simples et efficaces qui permettaient de piloter et de prendre les bonnes décisions. Et c'est suite à ça qu'on a développé DCScope. C'est quoi la force de DCScope? En fait, c'est un outil complet qui va permettre de faire du capacity planning, du troubleshooting, de l'alerting, du costing, et j'en passe, et de l'analyse fine, avec 5 points clés qui sont vraiment très différenciants et sur lesquels on s'appuie très fort. C'est une solution OVA qui est très très simple à installer. C'est juste un OVA qui se déploie. On a juste besoin d'avoir accès au vCenter, à un vCenter du client ou à plusieurs vCenter ou à des ESX autonomes. On peut tout mettre dans le même DCScope. C'est juste un OVA qui se déploie. On demande juste un accès en lecture seul et c'est installé au bout de 15 minutes. On a la solution, on a analysé vraiment les solutions du marché et on s'en est rendu compte dernièrement, c'est qu'on a la rétention la plus fine du marché en termes de granularité. C'est-à-dire que nous, on va garder la granularité à la minute dans le temps sur toutes les données qui nous sont utiles sur les analyses. Et ça, c'est très important parce que quand on va faire des préconisations de redimensionnement, d'évaluation d'usage, on est vraiment capable d'identifier ça dans la durée. Et donc, cette finesse d'analyse, elle est primordiale pour bien comprendre et bien optimiser et gérer. L'autre point qui est très important, c'est le constat qu'on a fait, c'est que quand on a fait tous nos audits, toutes nos analyses, c'est que finalement, on est tous le nez dans le guidon et donc on a besoin de solutions simples et intuitives pour, avec peu de paramétrage, ça soit tout de suite opérationnel. Les solutions du marché, il y en a qui existent, notamment il y a Verox, il y a Vimoine, il y a un peu Turbonomic qu'on connaît moins. Ces solutions-là, c'est de très bonnes solutions, mais parfois, ce n'est pas toujours évident, ou alors il faut savoir ce qu'on veut paramétrer derrière, il faut savoir ce qu'on veut faire derrière. Nous, on a essayé que la solution, et on s'applique pour que la solution soit très simple et très, très facile d'utilisation. C'est-à-dire que on va essayer de répondre à des questions en 2 clics, en fait. Est-ce que je suis capable d'absorber ce nouveau projet sur mon infrastructure ou sur mon cluster? En 2 clics, je vais valider ça passe ou ça passe pas, on le verra plus tard. Combien me coûte une VM? Je saurai en 2 clics. Et ce qui est très important aussi, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans les communautés VMUG, proches de tout. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment le besoin client. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a créé la boîte, on était parti d'une bonne idée. C'était une bonne idée, mais ce n'était pas un vrai besoin. Donc, on a appris un peu de nos erreurs et là, on s'applique vraiment pour remonter tous les besoins de nos clients et les besoins des prospects. Et au fur et à mesure, là, on voit, on est à la 7.3 de la solution. On a une solution qui répond à des besoins hyper concrets, hyper simples et hyper opérationnels. L'autre point qui est important, et actuellement c'est un peu le nerf de la guerre aussi, on a une solution qui est au juste prix, qui permet d'avoir un retour sur investissement assez rapide, parce qu'on va optimiser, on va gagner du temps. On a même des clients dernièrement qui nous ont dit on aurait pu le payer plus cher. Ça fait à la fois agréable, mais on se dit qu'on aurait pu le vendre plus cher de notre côté, mais c'est un autre point. On a une version d'essai 30 jours, donc je vous invite vraiment à aller sur notre site et à télécharger la solution et à la tester. C'est hyper opérationnel et c'est très simple d'utilisation. Et donc derrière, je vais tout de suite aller sur la démo. Il faut que je nouveau partage. Hop, tac. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Normalement, vous devez le voir. Hop, je me remets comme si. Donc, ce que vous voyez là, c'est DCScope. DCScope, donc comment ça marche? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une VM qui se déploie, qui a accès à un ou plusieurs vCenter, des ESX autonomes. Une fois qu'on est connecté, on va collecter la donnée avec une granularité hyper fine. On stocke ça dans notre propre base de données et à partir de tous ces éléments-là, on va sortir des éléments d'information qui vont permettre d'optimiser, piloter de façon à la fois réactive et proactive l'infrastructure. Ici, c'est ce que vous voyez apparaître, c'est ce qui apparaît au bout d'à peine de 2 jours de collecte. Et plus on va collecter, plus l'information sera riche. Vous voyez, c'est tout de suite opérationnel sans avoir fait aucun paramétrage.
Après, les paramétrages que vous allez pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle créer des filtres. C'est quoi un filtre? Ben, c'est je veux analyser un sous-ensemble, à la fois un sous-ensemble temporel, une période spécifique, et un sous-ensemble d'éléments. Je veux analyser que mon cluster 1, que mes serveurs physiques, que mes serveurs plutôt, mes serveurs de test, mes serveurs de production, mon site distant. Mes clients ils l'utilisent vraiment comme ça. Je veux analyser un regroupement de VM qui correspond à l'application X. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une notion d'éléments et de période. Et une fois qu'on a créé son filtre, on va pouvoir se balader entre ces différents filtres. Là, j'en ai qui sont créés par défaut et je peux en créer d'autres. On a aussi une notion de working days, c'est-à-dire que je veux analyser mon infrastructure, mais je veux analyser que les jours de travail. C'est-à-dire que moi, mon infrastructure, elle tourne que en jour de semaine, que de 8h à 18h. Ben, toutes mes analyses seront faites que sur cette période-là. Vous poserez toutes les questions que vous voulez après, hein, je vais aller assez vite. Là, je vais aller que sur le cluster 1. Vous voyez, je vais que sur le cluster 1. Et là, j'ai que mon infrastructure de mon cluster 1 et tout est recalculé en fonction de mon cluster 1. Une fois que vous avez compris cette notion de filtre, ben, vous avez compris DCScope, vous savez l'utiliser en fait. Après, ici, on a le dashboard. Après, avec à gauche, tous les onglets qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin sur les analyses. Je vais aller assez vite sur le dashboard. On va zoomer. Première colonne, c'est l'état de mon data center. Toutes les VM, là, ici, les codes couleurs, c'est les VM actives. Souvent, on va me dire, oui, les VM rouges, c'est les VM qui sont en souffrance. Non, ça sera des VM noirs, qui sont des VM sous-dimensionnés. Nous, les VM rouges, c'est les VM qui font quasiment rien tout le temps, avec très, très peu d'activité. Généralement, ici, on a 80% de VM jaunes ou rouges, c'est dans les VM surdimensionnés. Les VM vertes, c'est les VM bien dimensionnés. Généralement, on a très peu, parce qu'on ne fait pas souvent gaffe à ça. Et en plus, il y a souvent les éditeurs qui nous préconisent de surdimensionner. Nous, on a de plus en plus des clients qui ne respectent plus les préconisations éditeurs. Pourquoi? Parce que nous, on a la vision comme dans la durée sur la finesse. Comme je vous disais tout à l'heure, si on clique sur n'importe quel VM, on va avoir toutes les courbes d'analyse avec une finesse à la minute. Donc, on est capable de dire à mon éditeur, non, c'est pas ça le problème. J'ai pas besoin d'avoir cette granularité aussi de surdimensionner comme ça. Donc ici, on a tous les compteurs. On peut zoomer, dézoomer sur tous ces compteurs. Voilà, je peux sur cette période d'analyse. C'est une VM qui fait très peu de choses, donc j'aurais peut-être dû en prendre une autre. On peut très rapidement aussi comparer, rajouter des compteurs. Moi, j'ai des clients hébergeurs, ils utilisent cette solution pour rendre des comptes à leurs clients. Leurs clients les appellent en disant, moi, il y a 15 jours, j'ai des problèmes de performance, etc. Votre infrastructure ne marche pas bien. Et là, ils sont en capacité de rendre des comptes à leurs clients en leur disant, vous voyez, non, c'est pas chez nous que ça pose problème. Nous, chez nous, ça tournait bien, les compteurs étaient bons. Regardez plutôt votre applicatif. Ou alors, à l'inverse, oui, effectivement, on a eu des problèmes. Voilà les problèmes qu'on a eu. Vous voyez, vous pouvez zoomer sur toutes les informations. Vous pouvez également comparer des VM entre elles. Comparer des VM avec un ESX aussi. Hop, je peux cumuler les informations. L'information est très riche et ça permet d'aller très, très rapidement sur tout ça. Je vais assez vite, je suis désolé, je vais être obligé d'accélérer un peu. Première colonne, état de mon data center. Sur toutes ces VM, rouges et jaunes ou noirs, si on avait des sous-dimensionnés, on a des recommandations d'optimisation. On va vous préconiser d'enlever des vCPU, d'ajouter des vCPU. La même chose sur la RAM, etc., etc. Et donc là, on a des algorithmes qui vont préconiser d'enlever X vCPU, d'enlever X RAM, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, nous, on a un accès en lecture seule sur le vCenter. Mais on va si vous voulez appliquer les recommandations, vous pouvez exporter un PowerShell, sélectionner ce que vous voulez appliquer comme recommandation et vous importez ça dans le vCenter pour appliquer les recommandations automatiquement. Je continue. Donc, première colonne, état de mon data center. Deuxième colonne, on est sur du capacity planning light, sachant que je vous disais tout à l'heure que souvent, on n'a pas de notion de capacity planning ou c'est plutôt à la louche. L'objectif, c'est d'avoir une notion très simple et efficace. Là, on est sur le dashboard. C'est une notion un peu qui permet de dire, voilà la tendance actuelle. Si je continue à ce rythme-là, voici quand est ma prochaine date de saturation. En dessous, on va calculer combien on peut encore créer de VM selon 3 critères sur mon cluster 1, sur mon filtre. Imaginez, moi, ici, j'ai calculé la consommation moyenne. Là, je suis sur une base de consommation moyenne sur le cluster 1. C'est 46 MHz, un peu moins de 6 Go de RAM. Sur cette base de consommation moyenne, je peux créer encore 83 VM. Ça, c'est un indicateur. C'est toujours pareil, il faut le prendre avec des pincettes, mais c'est une vision sur la consommation moyenne. À gauche, je base sur les bonnes pratiques d'allocation VMware.
VMware dit qu'il faut allouer 4 vCPU par cœur logique, 100% de RAM, 100% de disque. Sur ce critère-là, je suis au taquet. Si je me base que sur l'allocation, je serais déjà au taquet. Je suis déjà limite à me poser les questions de racheter de la ressource. Et au milieu, en fait, ça va être le seuil de risque que moi, je vais me fixer par rapport à mon environnement et par rapport à mon usage. Imaginez, moi, le cluster 1, c'est un cluster de formation. Je sais que c'est un cluster qui n'est pas à risque, qui a peu d'usage. J'ai pas mal de VM qui sont surdimensionnés. Donc, je peux me permettre de faire plus de surallocation. Donc, j'ai alloué 4 VC. Là, j'ai changé les critères. Je suis à 120% de RAM, 250% de disque. Et finalement, là, je vois que je peux, mon vrai niveau, finalement, le plus juste, c'est que je peux encore créer 46 VM. Sur le partie capacity planning, on peut aller beaucoup plus loin avec une notion, on va retrouver nos données d'allocation à gauche, nos données de consommation à droite, ma date avec mes limites de saturation si je continue à ce rythme-là. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais pouvoir faire tout ce que je vais pouvoir simuler tout ce que je vais pouvoir ajouter des VM, supprimer des VM, pareil avec les ESX, pareil avec le stockage. Et donc, ici, moi, mes clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, j'ai un nouveau projet qui arrive. Est-ce qu'il va pouvoir tenir dans mon infrastructure? Donc, je vais reprendre des critères de VM existants, des profils de VM existants. Ou alors, je prends des profils de VM moyenne. Là, j'en prends par exemple, allez, en fait, c'est 11 VM que je vais créer dans mon nouveau projet. Ce qui va être intéressant, c'est que moi, ce n'est pas juste savoir si ça tient ou pas, je veux aussi voir si ça tient, même si j'ai une notion de PCA. C'est-à-dire, est-ce que si je fais tomber la moitié de mes serveurs physiques, est-ce que ce nouveau projet, je suis en capacité de l'absorber ou pas? Et donc là, si je lance la simulation, je vais créer ce nouveau projet avec ces 11 VM. Je vais supprimer 2 serveurs physiques ici. Je vais déplacer les VM qui sont sur ces serveurs physiques sur les VM qui traînent, sur les serveurs qui restent plutôt. Et là, tout de suite, l'infrastructure va me dire, là, il y a des algorithmes de placement derrière qui vont dire globalement, oui, non, ça ne passe pas. On n'est pas capable d'absorber ce nouveau projet et de faire tomber ces 2 ESX. Et là, si j'exporte l'information, là, j'ai un tableau qui va me dire tout de suite, là, j'ai déjà fait tout à l'heure, ici, on trouve un rapport qui va me dire tout de suite, voilà mon infrastructure, quelle est la simulation que j'ai faite. Il me dit quoi? Il me dit, voilà, hop, je vais assez vite. Il me dit, avant, j'avais ça comme ressource. Après, j'ai ça. Et on voit bien que d'un point de vue RAM, ça ne tient pas. Donc, je n'ai pas la capacité à placer mes VM sur l'infrastructure. Donc, ce qui me manque, c'est de la RAM. Après, si on va plus loin, on a toutes les projections, etc. etc. Je retourne sur DCScope. Sur le capacity planning, vous avez vu, toujours dans une logique en 2 clics, je sais valider, ça tient pas. Je sais valider mon PCA. Moi, j'ai des clients, ils travaillent aussi sur leur budget grâce à ça. Je sais que l'année prochaine, je vais créer autant de VM que cette année, une 50aine de VM. Est-ce que j'aurai besoin de racheter de la ressource? Combien, etc. J'ai des clients aussi partenaires qui utilisent pour faire des audits, des validations. Valider auprès des clients que ce n'est pas juste eux qui disent qu'il faut racheter de la ressource, c'est vraiment un outil indépendant qui le fait. Troisième colonne, c'est tout ce qui est levier d'optimisation et coût. Là, ici, on dit, voilà, je vais juste m'arrêter sur l'aspect coût. Ce que je vous disais en introduction, c'est que généralement, on ne sait pas du tout combien nous coûte une VM. Là, ici, on a travaillé avec des clients, c'est toujours pareil, on a vraiment un point clé, c'est on va leur demander juste trois informations de coût. Un coût fixe à la VM. Moi, une VM, elle me coûte 200 € par an, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit démarrée, pas démarrée. De toute façon, il y a un coût fixe. Après, je vais avoir un coût giga de stockage, soit global, soit par data store, je peux être plus fin. Et après, ce qui est important, c'est combien me coûte un ESX à l'année. C'est l'amortissement du matériel, c'est la part VMware, c'est la part antivirus, etc. etc. Ça, c'est important, ce coût-là, parce que comme j'ai la vision des capacités en dessous derrière, je suis capable de répartir un coût au CPU, un coût à la RAM. Avec juste ces trois notions de coût, je suis capable de dire combien me coûte mon projet, mon filtre, et mon détail VM par VM. Et donc là, j'ai tous les coûts VM par VM, etc. Ça, c'est super intéressant parce que on a signé pas mal de clients grâce à ça parce qu'ils n'avaient aucune notion et ils voulaient être en capacité de valider qu'ils faisaient de la refacturation mais qu'ils ne perdaient pas de l'argent. Ou alors, ils voulaient avoir des notions sur les sites, ils ont des sites indépendants, ils voulaient voir combien ça leur coûtait. Il y a une notion de gaspillage ici qui est intéressante, c'est que quand on a des infrastructures, souvent il y a des frictions, des fois entre les équipes études, ça arrive, mais quand on partage, quand il y a des équipes études et des équipes prod, côté études, ils demandent des grosses VM. Côté prod, on leur dit, vous êtes sûr que vous avez besoin de cette grosse VM du 8 vCPU, 32 Go de RAM, etc. Ils disent, oui, on en a besoin, On crée la VM, on se rend compte qu'il est utilisé à 5%. Quand on leur dit, on veut la redimensionner, ils disent, non, ça marche bien. Par contre, quand on leur dit, voilà, les VM qui ont une grosse allocation et qui ont très peu d'usage, combien nous surcoûtent, là, le levier pour la redimensionner et pour aller agir est beaucoup plus fort.
Je continue sur l'aspect pricing. On a un seul module qui est optionnel, c'est le module Cloud Pricing, c'est pour les partenaires aussi, c'est que nous, vous voyez, on a la vision de toute l'infrastructure. Donc, on est en capacité d'analyser combien coûte l'infrastructure et quel est l'usage. Donc, on est capable de dire, voilà, votre infrastructure, si vous la basculez sur Amazon, Azure, Google ou OVH, combien elle vous coûterait à minima. Si on prend le détail, par exemple, sur Amazon, on est capable de quantifier, de catégoriser toutes les VM qu'on devrait avoir côté Amazon. Ici, le stockage aussi, on a le détail VM par VM. On peut aussi derrière paramétrer, je veux changer de data center, ou je veux aller sur un autre data center, je veux aller sur un data center France, faire du on-demand, etc. Et automatiquement, on a les coûts. On peut même aussi appliquer, si on applique les recommandations, combien ça nous coûterait. Si on était le vrai coût, si on était vraiment à l'usage qu'on préconisait. L'intérêt de ça, c'est surtout de se rendre compte que le cloud public, quand on y va sur les mêmes… Nous, ce qu'on constate, c'est que ça coûte cher et que quand on a de l'infrastructure on-premise, souvent, c'est déjà pas mal. Après, la tendance, c'est plutôt de faire de l'hybridation et de choisir les VM sur lesquels qui vont aller dans le cloud public. Faire du tout ou rien sur des VM de gestion qui tournent 24/24, nous, ce qu'on voit, c'est que ça coûte plus cher. Il faut mieux souvent les garder en interne. Et après, ça, c'est tout le travail de l'audit et de l'analyse. Vous voyez, je ne veux pas tout vous montrer, je vois le temps qui passe, mais déjà, on n'était que sur le dashboard. J'ai zoomé un petit peu, on a beaucoup de choses. Après, on a des outils un peu visuels qui vont permettre de prendre un peu de la hauteur. Là, ici, c'est le trimap. Là, j'ai 4 serveurs physiques et je vais afficher tout de suite quels sont les VM qui consomment le plus sur le serveur physique. Donc là, on était sur le CPU, sur la RAM. Ici, je vois d'un seul coup que la VM707, elle consomme 16% de la RAM de l'ESX. Donc, si j'ai des problèmes de ressources sur l'ESX, il faut peut-être que j'aille voir les gros cailloux. Vous voyez, on a aussi une notion de puissance électrique. Ici, on a gardé notre savoir-faire Green IT. On verra en dessous là qu'on est capable, on va remonter la consommation électrique de tous les serveurs physiques. Et depuis très longtemps, nous, on a travaillé sur des algorithmes. On est capable aussi d'identifier combien consomme une VM avec des algorithmes. Donc, on est capable de dire, voilà, quelles sont les VM qui consomment le plus. Je vous en parle parce que, autant quand on a créé la société en 2011, le Green IT était à la mode, on a dit que c'était un effet de mode. Moi, ça m'énervait parce que je pense que c'est une vraie nécessité d'y aller, mais c'était effectivement un effet de mode, ça s'est un peu cassé la figure après. Depuis, nous, on ne parlait plus de Green IT parce que c'était contre-productif, on parlait plutôt d'efficience, de pilotage, d'optimisation. Depuis 6 mois, on sent vraiment un retour. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux incendies en Australie, etc., mais on sent vraiment un retour à ce besoin de Green IT et d'être plus efficient et plus efficace et moins gaspillé au niveau de l'informatique. Et nous, on a beaucoup d'appels entrants sur ce sujet-là. On a signé d'ailleurs un très beau contrat avec Pôle emploi dernièrement, où Pôle emploi, il veut être en capacité d'afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques. Et il s'appuie sur DCScope pour remonter la consommation électrique VM par VM et faire tout l'outil. C'est vraiment quelque chose de très, très innovant, mais qui va se développer de plus en plus. C'est une petite aparté sur Martin, ce… Ouais. Il y a quelques petites questions là, sur le chat. J'ai Nordine qui pose la question sur la partie cloud pricing, comment est-ce qu'il est possible d'exporter les données. Nordine, tu peux te mettre en mute et comment compléter ta question si besoin. Ouais, toutes les questions, ce que je vous ai pas montré, c'est que tout est exportable très facilement à tous les niveaux en fait. Oui, c'est vraiment tout est fait dans tout. On a mis des exports de table un peu partout, et c'est vraiment tout se fait pour être exporté en fait. Il y a des petits settings. Vous voyez ici là, export in CSV. Je ne sais pas si ça répond à la question de Nordine. Nordine. Ouais, il va nous répondre sur le chat peut-être. Après, j'ai une autre question de Nassim, c'est une question plutôt générale sur le licensing, comment ça doit être licencié, DCScope. Et tout à l'heure, tu parlais en effet d'un module, le module complémentaire sur la partie cloud pricing. Expliquer un peu ton mode de licensing. Le mode de licensing, alors nous on essaie d'avoir un mode de licensing très simple et c'est en nombre de VM par paquet de 25 VM. Donc comme ça, le retour sur investissement est proportionnel. En prix public standard, si on fait de la location, parce qu'on fait soit de la location, soit de l'achat, on a un prix, un moyen mémotechnique, mais c'est plutôt l'année qu'on facture, mais c'est du 2 € par VM, 2 € par VM et par mois.
sur des infrastructures qui font de 100 à 500 VM. Après, il y a un prix très dégressif sur la taille de l'infrastructure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le prix, il est vraiment fonction du nombre de VM. D'accord. J'ai une question de Philippe qui pose la question, est-ce que vous avez un plugin directement dans le vCenter, dans la console du vCenter, ou est-ce que c'est, comme là je vois ici, une console, une interface HTML à côté? C'est une interface HTML et on a également un plugin qu'on a rajouté en version 7 sur l'interface du vCenter. D'accord. Ok. Et tu retrouves dans ton plugin, tu retrouves la majorité des fonctionnalités ici là que tu as sur cette interface, ou comment c'est juste C'est surtout un lien avec, on va choisir quelques indicateurs qu'on remonte. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Good. 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 Putain, il y en a d'autres. J'ai plein de questions du coup là. C'est plein de bonnes questions, ça. Ouais, c'est clair. Ah oui. Attendez, parce que là, du coup, j'ai des questions qui se mélangent entre elles. Nassim, il dit donc c'est licensing par achat. Donc c'est quoi? C'est de la licence perpétuelle? Non, Ouais, on fait les deux. On fait les deux. On fait D'accord. les deux cas d'usage parce qu'on travaille pas mal avec des collectivités qui, eux préfèrent faire de l'achat. Donc, on fait soit de l'achat de licence perpétuelle avec de la maintenance 18%, soit du mode locatif. D'accord. J'ai Stéphane qui pose aussi une bonne question sur l'implémentation sur DC Scope. C'est quels sont les max pour le produit, c'est-à-dire nombre de Virtual Center. Est-ce qu'il y a un nombre max de VM que tu peux connecter? Et donc, en gros, ça existe-t-il différents modèles de déploiement? Je pense notamment pour l'appliance DC Scope. Et est-ce qu'il existe plusieurs modèles de déploiement? C'est une très bonne question aussi. En fait, avant la 7, je vous aurais dit, nous, on est plutôt sur des infrastructures on va dire, de 40 à 2000 VM. Maintenant que depuis la version 7, on commence à avoir des infrastructures qui dépassent plusieurs milliers de VM et on n'a pas vraiment de limite. Après, quand on fait l'installation, suivant la taille de la VM, suivant la taille de l'infrastructure qu'on va monitorer, on va faire grossir l'OVA en fait au départ. Mais on peut taper des infrastructures de plus de 10 000 VM en fait. D'accord. Alors, j'ai encore d'autres questions. On va les traiter, hein. De toute façon, on a encore jusqu'à midi. Comment les licences? Ah oui, c'est une bonne question aussi également. Les licences sont-elles prises en compte? Le coût des licences sont-elles prises en compte dans le coût de revient d'une VM? Tu sais, quand tu affiches dans ton Oui, pricing, c'est quoi? ouais, c'est une bonne question. Après, Ouais, c'est toujours quand on met les inducteurs de coût ici, ce que je vais vous montrer ici. En ouais, fait, le client va choisir ce qu'il va mettre dedans. Il met d'accord. ce qu'il a envie dedans. Généralement, oui, on met les coûts de licence, on met tout ce qui est lié, mais les licences plutôt infra, ça va être plutôt les OS, etc. On va pas mettre les licences applicatives souvent. Tu mets pas les. D'accord. Mais ça dépend du client. Après, c'est à lui de faire Oui, de c'est lui qui l'usage. fait son contrôle de gestion par rapport à ça. Juste pour information, sur des infrastructures moyennes, moi j'ai challengé avec plusieurs centaines de clients. Un coût moyen d'une VM sur des infras de 200, 300, 400, 500 VM, c'est à peu près 1500 euros par an, généralement. 1 500 € par an. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, hop, j'ai Boren. Peut-on automatiser le reporting? Oui, Bravo. alors le reporting, ben, je vais vous faire un petit zoom vite fait sur le Allez, reporting. On a vas-y. un reporting, on peut créer des rapports de façon très simple et très facile. Pour créer un rapport, vous voyez, c'est aussi très simple. On va dire, je fais un rapport sur mon infrastructure ou que sur une VM spécifique. Et là, je vais l'appeler VMhug. Je peux l'avoir en français, en anglais, en espagnol. Après, si je veux l'automatiser, je fais oui, comme on dit. Et après, je mets les mails à qui je veux l'envoyer et je mets la périodicité. C'est tout bête. Ok. Ça répond à la question. Et derrière, je peux choisir les filtres que j'ai. Donc, je vais envoyer à tel client, hop, cluster 1. Et après, je vais choisir les pages qui m'intéressent. Est-ce que je prends D'accord. les comportements de mes VM? Est-ce que je prends les parties recommandations? Je prends la partie KPI? Et est-ce Tu que je prends le filtres contrôle? après le détail, le niveau de détail. Ouais. D'accord. Et je peux mettre même le logo du client, etc. Là, je peux le lancer. Je ne vais pas le lancer parce que j'ai déjà sorti pour en gagner du temps des rapports. Mais ça donne un rapport qui a cette tête-là et qui est très complet. En fait. Là, j'ai fait un rapport fourre-tout où j'ai tout mis dedans. Mais on a plein de choses dessus. Et j'aime bien juste vous montrer cette partie-là. Là. Juste pour les infrastructures qui sont importantes, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a toujours des VM qui tournent pour rien.
La grosse difficulté, c'est hyper compliqué de se rendre compte qu'une VM ne fait rien parce qu'une VM qui est utilisée par personne, ben, elle aura forcément des courbes créées par VMware, l'antivirus, la sauvegarde, etc. Et nous, on est les seuls à faire ça. Il y a Frédéric dans mes équipes, il a fait une partie de sa thèse dessus. On a ce tableau-là qui va permettre d'identifier les VM qui font vraiment rien et de ne pas en oublier. Comment ça marche? La VM 435, elle a des croix partout, dans les 4 colonnes ici, dans les 3 sous-colonnes. Ça veut dire que 100% du temps, parce que dans la colonne 100, elle n'a jamais dépassé 2% d'activité en CPU RAM. Donc forcément, elle n'a pas dépassé 5, 10, etc. Donc cette VM-là est allée voir en priorité. Toutes celles qui ont le plus de croix sont allées voir en priorité. Si je prends cette VM-là, là, 443, 99,99% du temps, elle n'a pas dépassé 10% d'activité. Il faut aller la voir, etc. L'intérêt du tableau, c'est qu'on va prioriser les VM qui font moins de choses. Et derrière, on ne va pas oublier des VM inutiles. Nous, chez des clients, on avait des VM inutiles dans la dernière colonne ici. Pourtant, on enlève 20 points sur 100 et on ne dépasse pas 10%. Et ça, c'est hyper efficace. Là, on a plein de trucs et astuces comme ça. Vous voyez, le rapport il est hyper complet. On va voir la liste des zombies, les coûts électriques. Et à la fin, on a aussi un rapport plutôt direction. Là, j'ai fait un rapport fourre-tout, mais on essaie de penser qu'est-ce qui serait utile d'avoir sur le bureau du responsable de l'infrastructure. Voilà, on va lui dire quelle est l'évolution de mon parc depuis le début de l'année, combien j'ai créé de VM, etc. Combien j'ai de VM qui tournent, combien j'en ai qui sont éteintes. Combien je peux créer de VM sur mon infrastructure, quelle est l'activité moyenne de mon infra, etc. On a vraiment essayé de penser qu'est-ce qui serait utile de façon très pilotage. Là, on est vraiment sur du pilotage, ce n'est pas de la supervision, de qu'est-ce qui est intéressant comme information. Et donc, dans ton rapport, là, comme tu le montrais, tu peux filtrer donc, assez finement, c'est-à-dire si tu as besoin juste d'un environnement, Ouais, tu veux pas tout le cluster en entier. ouais, exactement. Et tu as une question sur DCScope. Est-ce que DCScope, une instance DCScope, est-ce qu'elle est liée uniquement à un vCenter ou est-ce qu'on peut lier plusieurs vCenter dans une instance DCScope? Dans une instance vCenter, on peut mettre autant de vCenter qu'on veut. Dans un DCScope, plutôt, on peut mettre autant de vCenter qu'on veut. On peut même mettre des ESX autonomes. Nous, on a des clients, ils ont un vCenter et ils ont dans des écoles sur des sites distants des ESX autonomes. Et on met les ESX autonomes gratuits aussi centrés dans DCScope. D'accord. Une question, est-ce que tu as des est-ce que tu as une interface REST API? Oui, on a des API, etc. Là, c'est l'occasion de vous montrer la doc. On a une doc qui est très bien faite. Donc, si vous testez la solution, n'hésitez pas à y aller. Et donc, on a une documentation en ligne qui va reprendre complètement l'arborescence, si ça veut s'afficher. L'arborescence de notre menu avec tous les trucs et astuces pour que ça marche bien. Et on a ici aussi toute la partie API, comment ça marche. Tac, extra. Ici, les emails configuration, mais aussi API support, etc. Ouais. On a rajouté aussi beaucoup d'API et on en rajoute au fur et à mesure. Ce qu'on dit à nos clients aussi, c'est s'il y a des informations qui ne sont pas encore dans l'API, n'hésitez pas à nous poser ces questions-là, à nous les demander. D'accord. Alors, je vois que Ron répond à des questions, c'est cool. Le coût est-il modifiable par cluster? Oui, donc ok. On peut configurer donc le coût individuel par serveur. Ça a été répondu. Oui. Compatibilité vCloud. Compatibilité, ça dépend. Si du vCloud Director, ça go. C'est Philippe qui pose cette Ça va question. dépendre de Oui, l'infrastructure tiers. ouais, avec vCloud Director, ouais, tout à fait. Ouais, sur vCloud Director, ça dépend comment c'est géré derrière. On est en train de regarder. Pour être complètement transparent, ça dépend de l'usage avec vCloud. D'accord. Ok, après j'ai une question. Est-ce que DCScope supporte notamment Hyper-V, KVM ou AHV? Non, la réponse est non. En fait, on s'est focalisé, nous, pour l'anecdote, on était multi-hyperviseur avec notre première solution. On était Xen, KVM, Hyper-V, VMware. En fait, on s'est rendu compte que le marché était très VMware. Et l'autre point clé, c'est que le monde VMware est très ouvert et très riche, alors que quand on prend Microsoft ou Hyper-V, c'est beaucoup moins riche et on a besoin d'être beaucoup plus intrusif sur pour aller chercher l'information. Donc, on a préféré se spécialiser sur VMware. Sachant que dans la feuille de route, on est plutôt dans la feuille de route, travailler à terme sur plutôt du Docker ou des conteneurs sur la société Kubernetes. D'accord. Question de Pierre, question sur le cost setting. Est-ce qu'il y a une possibilité de saisir le coût à l'ES plutôt que de saisir le coût à l'ESX, de saisir le coût de la CPU ou
de la RAM et de la RAM. Non. Après, rien ne nous empêche quand on. Mais ça devient compliqué. C'est ici. Mais après, en général, c'est ici, on va pouvoir faire gérer ici le rapport qui va faire changer automatiquement le coût ici. Donc, en bidouillant un peu, on peut tomber sur les coûts de CPU et RAM qui nous intéressent. D'accord. J'ai une question après sur la mise à jour de DCScope. Ouais, Quel est le processus de mise à jour? c'est tout simple. Alors, vous voyez, hop, on va chercher la mise à jour, on la télécharge, on va la chercher, on va chercher et puis on met à jour. Le binaire et ok. Ouais, tac, on va chercher le document. Hop. Donc c'est vraiment, on a tout fait pour que ça soit très 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 léger en termes de mise à jour et tout ça. On avait une mise à jour un peu plus importante quand on est passé de la 6 et la 7 parce qu'on avait changé la base pour aller taper sur des infrastructures beaucoup plus grosses. Mhm. Ce que j'ai pas dit aussi, juste il y a peut-être une question, c'est qu'on peut être multi-utilisateur et affecter en fait à un utilisateur qu'un filtre. Je veux que mon utilisateur du site 1 voit que ne puisse voir que le site 1, il aura une vision que sur le site 1. D'accord. D'autres ouais. Ouais, d'autres questions, c'est comment est-ce que tu as quelques exemples de comment sur lesquels le DCScope a été installé sur des grosses infras en production et quelles sont les performances et résiliences de la database? Ben, oui, alors il y a deux cas d'exemple. On a des clients là qui ont plusieurs milliers de VM. Alors, ça fait quelques mois, donc ça tourne très bien et on n'a pas de souci. Mais on a également un client qui a 2000 VM et ça fait 3 ans qu'on a de la donnée chez lui. Hmm. Et ça tourne sans souci. Ouais. De toute façon, comment, dans la version 7, ce qui a été quand même pas mal remodifié, c'est justement cette database pour pouvoir Ouais, absorber un grand nombre de VM. Aujourd'hui, dépasser les 10 000 VM, hein, exactement. c'était On a travaillé beaucoup. En fait, la database était déjà pas mal, mais elle n'était pas forcément optimisée pour des très très ouais, gros volumes. Et surtout la fluidité de l'interface. Avant, quand on était sur des grosses bases de données, ça tournait. Mais la fluidité était pas très agréable pour l'utilisateur. Et nous, on veut vraiment que ça soit très agréable pour l'utilisateur. d'accord. Euh, ouais, une bonne question aussi. Comment est-ce que là aujourd'hui, on voit que comment DCScope c'est comment on-premise. J'ai une question de Philippe qui pose la question est-ce qu'il existe en mode SaaS? Non, on a réfléchi pas mal. Et c'est pourquoi on l'a pas fait, parce que pour l'instant, ça n'a pas été tellement demandé. Souvent, même nos clients ne veulent pas donner accès vers l'extérieur. D'accord. Parce que là aujourd'hui, pour comment accéder à DCScope accède au vCenter, en Ouais, gros, tu lui donnes comment le droit d'un utilisateur en mode lecture sur le ouais, en mode vCenter. lecture seule, exactement. Et accès au D'accord. data store, c'est tout. Ok. D'accord. Juste, Ouais. avant, Vas-y, juste vas-y. Vas-y, pour vas-y. ne pas oublier, nous, on a du troubleshooting avec de l'analyse un peu proactive Ouais. de la dégradation de VM. Et on a aussi de l'alerting. L'alerting, je vous en parle juste parce que on est capable de mettre des seuils sur des classiques, comme un peu du monitoring et de supervision classique. Tant que le CPU ready dépasse 5%, je fais une alerte, des choses comme ça. Ça, c'est du monitoring temps réel qu'on trouve ailleurs, etc. Mais on a aussi de l'alerting, j'aurais tendance à dire pilotage, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et ça va être quoi comme type d'alerte? Ça va être des alertes du style alertez-moi quand mon infrastructure sera à saturation dans moins de X jours. Voilà, je sais que ça progresse, mais je ne suis pas toujours derrière le nez, derrière mes écrans. Mais je vais être prévenu quand, finalement, dans moins d'une semaine, dans moins d'un mois, je suis à saturation. Alertez-moi quand est-ce que, si j'ai des VM qui dépassent des coûts énormes, niveau de pricing. On est vraiment sur plus de l'alerting pilotage, là. C'est des choses on est vraiment dans une logique proactive à ce niveau-là. D'accord. Allez-y, ouais, vas-y sur les questions, là. Ouais, ouais, il y a des questions hein, et c'est pas ce qui manque, hein. Nordine me pose la question, l'analyse en effet de DCScope se fait sur l'appliance ou se fait en externe? C'est sur C'est-à-dire en l'appliance. interne, l'appliance, c'est l'appliance qui fait Ouais, les analyses. Ouais, 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 ouais. c'est l'appliance, voilà. Et donc par rapport à ça, j'ai une question de Stéphane qui dit quel est le sizing moyen de l'appliance déployée? Voilà. Sizing moyen, c'est sur des infra moyennes, c'est 2 vCPU, 8 Go de RAM, 256 en fin provisioning. D'accord, d'accord. Ok. Quels sont, Olivier demande, quelles sont les métriques et leurs seuils pour déterminer les VM idle, donc les VM
VM qui ne foutent pas grand-chose. Les VM idle, alors il y a plusieurs notions en fait, notions d'usage de CPU RAM, un peu comme je vous ai montré dans le tableau, plus Ouais. plus la notion de bruit justement, qui sont les différentes colonnes, à quel niveau on se situe. Là, on se Mais situe. le bruit, est-ce que tu peux ça jouer un petit peu sur Ouais, tu peux jouer sur le cette bruit. variable d'accord, tu peux jouer. Ici, là, on est sur un seuil 99, 10%, et moi, je veux voir Ouais, toutes celles qui sont à 100%, qui ne dépassent pas 10, et là, je sauve et ça va retravailler tout ça. Et ça va changer les couleurs. d'accord. Ok. Ça va prendre un peu de temps, là, on est sur une base qui rame un peu chez nous. N'hésitez pas sur les questions aussi. Ouais, alors comment on a répondu il y a pas mal de questions quand même sur le costing quand même. Ah, le costing, ça plaît bien, ça, ouais. Ah, Je vous dis, ouais. si on aussi, ouais. Dès En qu'on plus, parle d'argent, de toute façon, ouais. Dans un monde pénal. ouais, mais pourtant on est entre communauté de tech normalement. Tu sais, le costing, pour moi, c'est les sales, c'est les managers, tu vois. Ouais. Je suis sûr Ouais, que mais souvent, ils quand. sont challengés sur le coup. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, je sais. Non, non, je rigole. C'est un joke. Comment là, j'ai Julien qui pose comment possibilité d'inclure le coût réseau des VM. Ah ouais, c'est vrai. Le coût réseau des VM en fonction du volume de data pour une période donnée dans un contexte service provider. Waouh. Euh, Voilà, c'est pour ça qu'on dit que le module cloud pricing, c'est un modèle pour les partenaires, entre autres. ouais, C'est plutôt, d'accord. il y a du Donc, travail un peu. Ouais. On veut laisser du travail aux autres quand même. ouais. Moi, j'aurais pas dû Euh, lancer ça parce que la VM rame un peu, mais bon, c'est pas grave. c'est l'effet Bonaldi, c'est genre, Ouais, exactement. j'adore. Euh, donc ouais, donc pour Julien, donc possibilité d'inclure le coût réseau des VM, ta possibilité ça sur le code le cost pricing de pouvoir Ouais, inclure les. tu vas pouvoir rajouter le coût, mais il sera pas fonction. Nous, comme on s'appuie sur le CPU RAM et puis serveur, si par exemple une VM utilise beaucoup plus de bande passante qu'une autre, on va pas changer son prix, quoi. C'est ça la question. Ouais. Donc j'ai comment alors j'ai mon ami Eric qui me pose aussi une question qui me dit est-ce qu'on peut faire des filtres d'éléments en utilisant les tags, tu sais, Ouais. Alors comme attendez, comme je tu vais vous utilises montrer pour ça. Je vais sortir de là. voilà, Ouais, on peut les très tags bien. VM. Ouais, Vous allez voir pour créer les filtres, c'est super rapide. Vous avez vu, ça a changé les codes couleurs là. On a beaucoup plus de jaune et vert parce qu'on a changé le filtre, on a changé le seuil là. Et pour créer les filtres, vous allez voir, c'est très très simple. Section view, hop. Donc on peut créer des views en s'appuyant sur les folders, les tags, les ressources view. Et même on a plus simple encore. Vous allez voir, c'est super simple. Si je veux, si j'ai on va faire d'un œil, une codification significative sur mes VM, je dis je vais prendre que les clusters 10. Je fais ça, il va me retrouver tout ce qui est cluster 10 automatiquement, il va me le cocher par défaut. Donc là, ça va ramener si on est sur une grosse base, mais voilà, pour tout, il y a vraiment plein de facilités pour créer ces filtres. Et donc, c'est-à-dire que tu peux remonter les tags des VM, tu sais, dans le vCenter, ouais. on a la possibilité de mettre des tags sur les VM et de plus en plus d'ailleurs, et comment tu peux comment les retrouver. Oui, D'accord, ok. ouais. Excuse-moi, là, je suis passé sur autre chose, mais oui, oui, tout Non, à fait, ouais, tu peux les ouais, retrouver. Enfin, ouais. d'accord. Ok. Est-ce que ces filtres, c'est une question de Pierre, est-ce que les filtres sont appliqués automatiquement sur les nouvelles VM provisionnées? Donc, tu as vu des filtres Oui, comment ah on oui, a oui, ajouté très des bonne tags? question. Ça, Ouais, c'est une question, ah oui, très, très intéressante. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a des filtres dynamiques. Justement, c'est par exemple, ben, moi, j'ai mon cluster 1, j'ai rajouté des VM dans mon cluster 1. Oui, les nouvelles VM qui sont créées dans mon cluster 1 si je suis en filtre all au niveau temporel, ça va automatiquement alimenter mon filtre. Par contre, évidemment, si j'ai créé un filtre dans le temps, c'est-à-dire j'ai créé un filtre sur septembre 2018 parce que c'est une analyse spécifique ou j'en sais rien, forcément, je reprendrai la date de septembre 2018. Quoi. Donc, est-ce que ça répond à la question? Je pense que c'est ça. Mais... Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que j'ai compris. Écoute, si tu as d'autres modules, comment, parce que du coup, on a fait une grosse parenthèse à la question, mais il y en avait pas mal. Est-ce que Ouais, ce que je vais vous montrer, il y a des trucs ouais, qui sont intéressants qu'on a rajoutés. Ce qui serait demandé, l'histoire des working days dont je vous ai parlé, je ne sais pas si vous avez suivi, donc en capacité d'avoir une analyse
différentes par rapport aux périodes, aux jours de travail. Ouais. Là, ce qui est intéressant, ce qu'on s'est rajouté aussi, c'est par exemple, il y a quelque chose qui plaît pas mal, c'est tout bête, question de demande, c'est life cycle. Life cycle, c'est quoi? Ben, c'est je suis en capacité de tracer tous les changements qui ont lieu sur une VM. Bon, ben, c'est pas celle-là, mais en tout cas, si une VM a eu des changements, c'est-à-dire qu'elle a été déplacée, elle a été redimensionnée, etc., je sais la tracer dans le temps. Voilà, etc., tous les changements qui ont été faits de déplacement de VM. Et pour l'anecdote, ce besoin-là, il a été demandé par des clients qui veulent être en capacité de montrer à Oracle ou à d'autres éditeurs que leur VM Oracle était que sur le serveur 1 et pas sur l'ensemble de l'infrastructure, et que ce n'était pas la peine de leur facturer des millions. Ça, c'est un point clé. L'autre truc qui est intéressant, c'est la vue synthèse VM. La vue synthèse VM, pareil, c'est des clients qui nous ont demandé ça. Et quand on a beaucoup de VM, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une perte d'informations, que les gens ne savent pas exactement ce que font les VM, à qui elles appartiennent, etc. Et c'est pareil, c'est devenu la carte d'identité de la VM, c'est devenu un outil de com au sein des équipes pour partager de l'info. La VM 438, à qui elle appartient? Je peux saisir, savoir qui est le propriétaire de cette VM. Je peux partager de l'information. Cette VM-là, c'est une VM RH qui tourne fin de mois. Comme ça, je ne me pose pas la question tous les 4 matins. Je peux mettre une date de fin. Si c'est un POC, on sait très bien que souvent, il y a des POC qu'on oblige toujours de supprimer la VM. Là, j'aurai une date de fin et j'aurai des alertes qui diront attention, date de fin dépassée, etc., etc. Et là, c'est tout bête, cette vue-là, cette vue synthèse VM, mais c'est vraiment un outil de com qui permet de gagner de l'efficacité et du temps. Souvent, nous, ce qu'on dit aux clients, c'est que il faut bien gérer le cycle de vie de la VM pour ne pas gaspiller. Qu'est-ce que c'est gérer le cycle de vie de la VM? Je leur dis toujours, vous êtes très très bon dans la phase 1, phase création de VM, mais dans la phase redimensionnement, suppression, etc., il y a des gros leviers d'amélioration, pour ne pas dire c'est pas bien fait. Et donc, pour bien le faire, il faut savoir, c'est des bonnes pratiques, qui est le propriétaire, date de début, date de fin, etc. etc. Voilà, c'est encore un exemple de besoins remontés des clients et qui sont des besoins pratico-pratiques et efficaces. Et j'ai une question d'Eric également sur est-ce que donc on a la version de VMware V7 version 7 qui va sortir en GA dans quelques semaines maintenant. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà ready pour la V7 de VMware ou comment Si nous, on suit toutes les versions depuis la 4.5, je crois, un peu, ou même la 4.1. Et on n'a jamais de souci aux montées de version. Il faut qu'on le teste sur la V7. On n'a pas encore testé, mais s'ils ont laissé ouvert les API et des trucs comme ça, normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que tu as pas mal sur la V7, quand même, il y a une reconfiguration quand même du kernel qui a été faite. Donc, ouais, et ça, pour être transparent, nous, on a du travail à checker là-dessus. D'accord. Bon, de toute façon, la V7, elle n'est pas GA encore. Hum. Elle sera annoncée dans quelques semaines. Là. Ouais. Après, j'ai Alain qui me pose sur la question, tu sais, comment justement, ce que tu montrais, par exemple, pour montrer à Oracle que tu es compliant. Ouais. Il me pose la question, à savoir si comment cet argument-là a été accepté par Oracle. Alors, il faut savoir que Oracle, ils sont toujours de mauvaise foi. En fait, ça vaut ce que ça vaut vis-à-vis d'un Oracle qui sera de mauvaise foi. Mais plus on a d'éléments factuels et indépendants vis-à-vis d'un Oracle, plus ça passe. En fait. Et donc, oui, ça a marché, ça a permis que la facture soit moins importante. Parce qu'on sait très bien qu'ils sont toujours de mauvaise foi. Mais ça, ces questions-là de licensing avec Oracle, hein, c'est des questions, on va dire, chaque cas client est spécifique. Ouais. Et c'est c'est le client d'ailleurs qui doit négocier et qui doit travailler avec Oracle pour ce level agreement autour des licences, parce que les éditeurs tierces n'ont aucun finalement pouvoir ou poids Oui. par rapport à ce genre de décision. C'est vraiment entre le client finalement, le client final et Oracle qui doit avoir lieu ce genre de discussion et de négociation. Hein. C'est souvent de la négociation. Tout à fait. Je vous ai montré, là c'est la vue VM synthèse. Alors, pareil, pas mal d'informations, mais on a rajouté, ce qui nous paraît très intéressant aussi, c'est qu'on a rajouté le weekly consumption, c'est-à-dire que on choisit des critères et on voit comment c'est utilisé en journée ou en semaine. Donc là, ça va dépendre du code couleur. Et on voit que là, clairement, cette VM-là, du lundi
Au jeudi, ça travaille pas mal. Il y a des périodes où ça travaille plus du tout ou très peu. Et donc, c'est intéressant de avoir du recul et de savoir quelles sont les périodes qui ne sont pas utilisées en termes d'usage, visibilité. Ça, on peut le faire au niveau serveur, au niveau VM aussi. Et comment la partie, justement sur l'ID là, de la machine virtuelle, là, il y a Stéphane qui pose une question. Comment est-ce qu'elle peut être configurée automatiquement? Par exemple, comment Stéphane fait référence notamment quand tu crées des workloads via Verialize Automation. Ouais. Donc, tu vas avoir un owner, tu vas avoir un propriétaire, enfin en tout cas, quelqu'un qui va créer cette VM-là. Est-ce que on va dire ce owner est directement Alimenté. Ouais. injecté, alimenté sur des scopes? Là, on nous l'a demandé plusieurs fois. Pour l'instant, c'est des tables qu'on remplit avec le client. C'est pas, voilà. Mais oui, on pourra le faire. C'est pas, pour l'instant, c'est pas automatisé depuis Cloud Automation. D'accord. Et après, j'ai une question, la dernière question de Nassim qui demande est-ce que les fonctionnalités vont être portées sur des scopes en gros, sur aussi les conteneurs? Ah ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est pour info, nous, on fait beaucoup de R&D. Et déjà, il y a 2 ans, on avait commencé à travailler sur Docker. On regardait un petit peu ça. Notamment, est-ce que c'était vraiment beaucoup plus optimisé que du VMware ou des choses comme ça. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on est parti, nous, d'un point de vue, on va dire, commercial un peu tôt encore là-dessus. Ouais, Et donc, on se repenche dessus pour voir avec du d'accord. Kubernetes, etc. Et oui, à terme, oui. Ok. Notre feuille de route, c'est plutôt là-dessus que sur du Hyper-V, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Oui. Ouais, je comprends. Euh, ok, bah écoute, on arrive à midi. Si tu as encore un petit truc à montrer, Martin, n'hésite pas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Qu'ils n'hésitent pas. Ce que je peux dire, c'est que l'objectif, c'est de montrer un aperçu de la solution. Elle est complète, il y a beaucoup de choses, mais le mieux, c'est de la tester. Moi, ce que je vous invite, c'est n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions en direct. Si vous voulez qu'on vous refasse des démos en direct, on échange. C'est vraiment, surtout dans cette période où on fait que du travail à distance, et c'est le moment d'échanger, de s'appeler et puis de travailler et puis d'avancer ensemble. Non, après, je pourrais remonter plein d'autres choses, mais il faudra encore 1 heure, donc je pense qu'on aura faim. On aura un Ouais, petit ouais. peu. Aussi, ce qu'on peut dire, Mais- c'est qu'on est compatible vSAN. Justement, sur tes conseils, on a des compatibilités vSAN. Là, il n'y a pas de vSAN dessous, mais s'il y avait du vSAN, on aurait des points derrière avec des compteurs spécifiques vSAN. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie d'avoir quelque chose de très riche, quoi. Ici, on a une barre aussi de recherche où on peut aller n'importe où. Je vais retrouver serveur 21, je vais aller tout de suite sur la synthèse VM, etc. Merci encore. Moi, ce que je dirais, c'est merci à vous d'avoir participé. On est complètement open pour des échanges. Et puis merci aussi, Noam, pour l'organisation. Ça, c'est Ah, sans, ben, il n'y sans a pas de toi, ça ne souci. serait pas fait. Avec plaisir. De toute façon, comme je disais, on va mettre d'autres sessions en ligne. Et ouais, n'hésitez pas. Je vais mettre la session enregistrée. Je vais la mettre prochainement en ligne. Elle sera à disposition. Donc, vous pouvez retrouver un petit peu tout ça si vous avez besoin de revoir un petit peu, de la partager avec vos collègues. Et donc, je mettrai évidemment les liens sur lesquels vous pouvez télécharger la solution en mode évaluation et les contacts de Martin Hum. également pour le pinguer directement si vous avez des questions, vous voulez aller un peu plus loin avec Martin. Voilà. Donc, merci encore à vous tous, c'était sympa d'être. Ouais. Vous étiez nombreux, j'ai l'impression, en plus. Il y avait du monde, Ouais, là. 44 ouais, participants encore, là. ouais, mais il y en a qui trichent, il y en a qui se connectent 2 fois, un pour le partage d'écran et l'autre pour Ah ouais, zut. ouais. Zut, ça fait moins nombre. Bon, Attention à ça, ouais, attention. il compte double quand même. Non, non, c'était très bien. Merci Martin de ta Merci à vous. participation. Merci à Merci à tous. Et tous. n'hésitez pas à tout le monde, si vous avez un sujet sur lequel vous voulez partager, 30 minutes, même 15 minutes des fois, ça suffit largement. N'hésitez pas à nous contacter, on est preneurs. Et si on peut faire partager ces connaissances-là à plus de personnes, c'est encore mieux. Donc Ouais. n'hésitez pas. Merci à tous et à très 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 vite. Juste un dernier point, moi c'est vrai que j'ai oublié de Ouais, le dire, on fait pas mal de webinaires à côté et sur des sujets spécifiques, on va en faire notamment, ils sont marqués sur notre site, et on va en faire un notamment aussi sur l'aspect plus green IT si ça intéresse du monde. écoute, je mettrai à disposition le lien pour que les Ouais. gens, s'ils sont intéressés, le voir. Ouais, tout à fait, pas de souci. Voilà, merci encore et à bientôt et bon appétit.